Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. On est là, on a voulu organiser ce petit live avec Florence du coup pour vous parler un petit peu de la question fatidique de quitter l'éducation nationale pour cette fois-ci devenir prof indépendant parce que Florence accompagne les professeurs en reconversion, mais pas forcément du coup les professeurs qui deviennent indépendants. Professeur indépendant, et donc on voulait un petit peu toucher ce sujet-là, et c'est pour ça qu'on a pensé à deux invités, donc Blandine et Eva. Blandine qui n'est plus à l'éducation nationale, Eva qui y est encore mais qui est en voie de reconversion, et les deux, nos deux invités d'aujourd'hui ont fait l'école des profs, donc elles vont pouvoir vous parler un peu de leur parcours de reconversion de enseignante à l'éducation nationale, donc passer vraiment d'une structure à être complètement indépendante. Donc on va vous demander de vous présenter un petit peu les filles. Je vais d'abord me présenter à moi, je vais vous laisser la parole ensuite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été aussi professeure de FLE, donc français et langue étrangère. Je me suis lancée il y a pas mal de temps, j'ai commencé à enseigner il y a plus de 10 ans. Et en 2019, j'ai commencé du coup comme indépendante et je me suis mis à mon compte. Donc j'ai commencé à donner des cours à mon compte, j'ai commencé vraiment à trouver mes propres clients, vraiment choisir mes propres tarifs, etc. J'ai commencé aussi à déléguer mes cours quelques temps après, donc j'ai vraiment eu une structure avec des professeurs qui travaillaient dans mon équipe. Et en 2021, j'ai créé l'école des profs, qui est aujourd'hui le programme de référence pour se lancer en tant que professeur indépendant. Et c'est un programme que j'ai voulu lancer parce que je me suis dit que moi-même, je m'étais lancée. Moi-même, j'étais devenue professeure indépendante et je voulais du coup aider à mon tour les professeurs qui voulaient, eux, à leur tour, devenir indépendants. Donc j'ai lancé l'école des profs en 2021 et récemment l'école des profs a fêté ses 4 ans. C'est un programme qui accompagne aujourd'hui des centaines de professeurs tous les ans. Donc c'est un programme qui est assez important dans le secteur en tout cas de l'enseignement en tant qu'indépendant. Et on va vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, vous montrer que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de profs qui ont peur de se lancer, qui veulent continuer à enseigner, qui veulent partir de l'éducation nationale mais qui veulent pas faire une croix sur l'enseignement. Donc l'école des profs vous permet en fait de continuer à faire ça et vous permet de continuer à enseigner tout en étant beaucoup plus libre en fait que les conditions que vous avez actuellement à l'éducation nationale. Je vais laisser la parole à Florence qui va nous parler un petit peu aussi de son parcours, de la création de son fameux podcast Avant j'étais prof, je suis sûre que vous la connaissez. Je te laisse la parole Florence du coup et ensuite on donnera la parole à Blandine et à Eva. Oui, du coup donc moi c'est Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans. J'ai voulu changer de métier assez rapidement. Alors pour le coup, moi j'aimais bien enseigner, mais alors il y a un petit moment de ma vie où je me suis dit tiens, j'enseignerais bien à mon compte, mais c'est pas ce qui m'est resté le plus longtemps parce que il y a quand même une charge émotionnelle et humaine qui, pour moi, c'est beaucoup à gérer, on va dire. Donc c'est pas ce vers quoi je me suis tournée. Par contre, j'ai créé un podcast pour essayer de trouver un projet de reconversion qui me conviendrait, autant dans le type de métier que dans les modalités administratives pour s'en aller. Donc c'est comme ça qu'est née mon émission Avant j'étais prof, sur laquelle j'interviewe des profs qui sont reconvertis ou parfois qui sont en cours de reconversion. Parce que c'est vrai que la finalité, c'est wahou, mais il y a aussi tout le milieu qui peut durer parfois plusieurs années, qui est pas évident. Et finalement, même quand derrière on a réussi et qu'on est impressionné par un beau parcours, mais en fait, cette même personne, elle a vécu aussi le pendant, qui était peut-être pas facile à vivre pour autant. Donc c'est important d'en parler, je trouve, pour que les gens ne se sentent pas seuls, parce qu'on est loin d'être seuls là-dedans. Et moi, je suivais Charlène sur Instagram depuis un petit moment. J'avais pas mal de gens qui écoutaient mon podcast et qui me disaient, oui, moi je veux me reconvertir dans le sens où je ne veux plus enseigner pour l'éducation nationale, ça se passe mal, trop de charge mentale, mauvaises conditions de travail, manque de moyens, etc., etc. Mais j'aimerais continuer à enseigner.
Et puis, bon, j'ai mis du temps à faire toucher mes 3 neurones, mais quand ça s'est touché, je me suis dit, mais en fait, Charlène, c'est la personne qui saurait faire passer les gens de prof à l'EN à prof indépendant, puisqu'elle avait le programme L'école des profs. Sachant que, enseigner, vous savez le faire, puisque vous êtes prof, mais c'est tous les à côté que moi je ne maîtrise pas et donc sur lesquels je ne peux pas aider les gens, mais que Charlène maîtrise et transmet à travers son programme comment est-ce qu'on trouve ses premiers élèves, / clients, comment est-ce qu'on s'organise, enfin toute la partie finalement entrepreneuriale, chef d'entreprise, qui est super importante quand on travaille à son compte. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que ce serait pas chouette de créer quelque chose ensemble et d'en faire bénéficier les gens qui nous suivent respectivement, et il s'avère que autant dans le pro que dans le perso, très bon feeling. Donc voilà, un partenariat que je ne regrette pas. Et j'espère que ce live va vous apporter aussi des pistes, des options, vous ouvrir des petites fenêtres dans la tête, même si parfois derrière ça reste un long cheminement. Et donc je vais passer en premier la parole à Blandine, qui a plus d'expérience sur ce terrain-là que Eva. Mais avant ça, j'ai encore une question de débutante. Sur les commentaires, toujours et encore, Charlène, je suis désolée, parce que je vois les commentaires, mais je peux pas participer au chat comme j'ai pas linké mon compte YouTube sur ce compte pro. Donc pendant que vous vous présentez, les filles, je vais faire ça pour répondre à Poupoulek. Tu peux préciser qui tu es parce que je ne vois que ton pseudo. Oui, je pense que tu es la seule du club des profs en reconversion pour l'instant. Oui, il y a des profs donc qui je vont m'occupe de arriver, ça, je pense. Et Blandine, je te laisse la parole pendant que je fais ça. Merci de l'invitation déjà, et ça me fait vraiment plaisir de participer, d'être invitée dans ce live. Donc, je suis Blandine. Donc, j'étais professeure des écoles dans l'éducation nationale pendant presque 10 ans. Et voilà. Donc maintenant, alors j'ai déménagé, j'ai changé de pays. Je vis maintenant en Espagne depuis 6 ans, et je me suis mise à mon compte. Voilà. Donc j'ai créé. Alors, ça a été long, hein, c'était tout un cheminement. Mais voilà, il y a eu une phase de tâtonnement, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, voilà, j'ai beaucoup structuré, on va dire, mon activité, et j'ai créé mon école en ligne. Voilà, donc ça s'appelle l'école des petits expats. Et j'ai réussi à garder ma passion de l'enseignement, à garder ça avec ma propre école à moi. Et voilà, donc j'enseigne le français en fait à des petits francophones qui vivent à l'étranger et qui ne sont pas scolarisés en école française. Donc voilà, ce sont des enfants qui parlent français très bien avec papa, maman à la maison, mais qui n'apprennent pas à le lire, qui n'apprennent pas à l'écrire. Et donc voilà, je leur permets de garder ce lien avec leur langue maternelle. Voilà. Aujourd'hui, comment tu vis cette transition de prof de l'éducation nationale jusqu'à devenir prof indépendant? Qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai une plus grande liberté au niveau des horaires, ça c'est sûr. Vraiment, je me suis créé en fait une activité sur mesure avec des horaires sur mesure. J'ai 2 petits en bas âge en fait, qui sont d'ailleurs de moins en moins petits, mais ils ont 9 et 6 ans maintenant. Mais en fait ici, l'école en Espagne, l'école se termine très tôt, il termine à 14h. Donc je vais les chercher. Bon, il y a la cantine, etc. Elle est à 15h, je vais les chercher. Et donc voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Les enfants, les parents sont disponibles pour leurs enfants les après-midi. Et j'ai eu besoin de me créer en fait une activité avec vraiment des horaires sur mesure. Donc voilà. Et puis il y a aussi tout l'aspect. J'ai cette liberté-là au niveau de mes horaires. Et puis aussi, en fait, je reprends du plaisir parce que maintenant, en fait, j'enseigne plus qu'une seule matière. J'enseigne uniquement le français. Et même, j'ai envie d'aller même plus loin. J'enseigne uniquement la lecture, des choses très, très précises, lecture, conjugaison, orthographe. Et en fait, finalement, c'est une espèce de libération de charge mentale. Parce qu'avant, quand tu es prof des écoles, t'es prof donc de français, tu es prof de maths, tu es prof de PS. Tu es prof parce que ça dépend après des communes, mais bien souvent, la séance de PS, c'est nous. On est prof de musique, on est prof d'histoire de l'art, on est prof d'anglais, on est prof de sciences, on est prof j'ai oublié quoi, géographie. On est prof d'éducation civique, on est prof en fait d'un tas de choses. Et c'est un temps de préparation, un temps monstrueux en fait
et une charge mentale monstrueuse, en fait, quand on y pense. Et là, en fait, de réduire juste à une matière, un but, un objectif, c'est vraiment... Et puis aussi, je me sens beaucoup plus épanouie dans le sens où maintenant, j'ai que des petits groupes de 4 enfants. J'ai plus toute cette gestion de classe avec 20, 25 enfants. J'ai que des petits groupes de 4 donc ça aussi, c'est une modalité qui change complètement la manière d'enseigner, en fait. C'est clair. Et il y a une question qui revient assez souvent parmi les profs, mais est-ce que ça a pas été dur pour toi de constituer des groupes d'élèves? Si, c'est difficile, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça facilement. C'est vrai que après c'est tout l'objet aussi de ta formation à toi, c'est comment structurer tout ça et comment former des groupes. Parce que c'est vrai que j'avais pas envie de faire des cours particuliers. Ça c'est quelque chose qui est venu assez rapidement. Pour avoir déjà fait un petit peu des cours particuliers avec des enfants, je trouve ça c'est assez impressionnant. C'est pas très dynamique. Les enfants sont souvent impressionnés et moi j'aime bien cette petite dynamique de classe, cette petite dynamique de groupe. J'aime bien les échanges, j'aime bien quand ça parle, j'aime bien quand ça lève la main. J'aime bien ça, quoi. J'aime bien cette vie-là et puis bah, économiquement, financièrement parlant aussi, c'est beaucoup plus intéressant de faire des groupes. Donc il y avait aussi cet aspect-là, mais c'était un indispensable. Je ne voulais pas faire de cours particuliers, je ne fais toujours pas de cours particuliers. Ouais. Et ça va bien comme ça. Il y a un commentaire qui dit, et surtout de trouver des élèves, dans la question que moi je t'ai posée, du coup, est-ce que c'était pas difficile de former des groupes et surtout, du coup, de trouver des Oui. élèves? Est-ce que ça a été un challenge pour toi? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, comme je disais au début, les premières années, moi je me suis mise à mon compte là en arrivant en Espagne. Donc je me suis mise à mon compte en 2020. Et l'école, vraiment, j'ai fondé mon école en 2023. Donc il y a eu 3 ans comme ça de tâtonnement, de je vais essayer des trucs, etc. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, je proposais des cours de français un peu à tout le monde. En fait, moi, je suis partie dans l'entrepreneuriat, mais vraiment, mais bien en tête. J'ai foncé comme ça. Ouais, je suis bélier, hein, donc je fonce. Je fais d'abord et je réfléchis après. Donc, j'ai proposé des cours de français à tout le monde. En fait, j'ai proposé à des adultes, à des ados, des enfants. J'ai fait du FLE, donc du français langue étrangère. Je faisais des cours des niveaux très débutants ou même des niveaux très avancés. J'ai même fait des adultes en entreprise à travers un organisme de formation. Voilà, donc j'avais des chefs d'entreprise, j'avais des ados, des enfants, j'avais un peu de tout. Voilà, j'étais pas du tout structurée au départ. Je prenais en fait ce qui venait à moi. Je prenais, voilà, j'étais sur des plateformes Preply, des choses comme ça. J'étais sur une autre plateforme aussi ici locale. Enfin, voilà, je prenais un petit peu tout ce qui venait à moi. Bah, je me suis épuisée en fait. Je me suis épuisée en préparation, et puis, comme j'étais pas spécialisée dans quelque chose, je n'osais pas proposer un tarif élevé, etc. Et donc, dans ces 3 ans-là de tâtonnement, d'expérimentation, j'ai découvert en fait la problématique des enfants d'expatriés. Parce que moi-même, je suis maman et j'ai découvert ici d'autres parents francophones dans ma ville et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais vraiment mis le doigt sur quelque chose, sur un vrai problème. C'était l'apprentissage du français chez ces enfants francophones. Donc, ils parlent français à la maison, plus ou moins bien, mais ils le parlent. Par contre, voilà, donc ils manquent de vocabulaire, ils ont une structure, une syntaxe un peu bancale parfois. Et puis, il y a toute la partie, voilà, écriture, c'est des enfants qui n'apprennent pas à lire en français, n'apprennent pas à écrire en français. Et je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose. Là, je me sens vraiment compétente. Tiens, je retrouve mes réflexes de maîtresse. Attends. Et donc, j'ai retrouvé un peu Ouais, je prenais vraiment plaisir avec ce petit public-là que j'avais commencé à réunir ici localement et en présentiel ici.
Et je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc voilà, j'ai mis le doigt sur ce qui résonnait en moi, ce qui me plaisait, vraiment un public très précis, une cible très précise. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait en plus, non seulement ça, je sentais une certaine demande, une problématique, et en plus moi, ça y est, je retrouvais mon plaisir d'enseigner. C'est top, et voilà, c'est ça, parfait. En fait. Voilà. C'est clair. Au final, c'est parfait. C'est clair. Mm. Je rebondis rapidement, mais Florence, tu dis souvent que les profs ont peur, les enseignants, généralement, quand ils quittent l'EN, ils ont peur de pas savoir quoi faire. Tu m'en parles souvent, Ah tu oui, sais. ils ont peur de pas savoir quoi faire et peur de ne savoir rien faire, Ouais. qui pour moi sont deux choses différentes, mais qui reviennent énormément. Du coup, dans le cas de Blandine, c'est top parce qu'elle a vraiment trouvé la chose qui l'animait vraiment encore plus, quoi. C'est clair. Oui, et c'est vrai que quand tu te lèves le lundi matin en étant content de vivre une nouvelle journée plutôt qu'en ayant la sensation depuis déjà le dimanche midi presque d'aller à un boulet au pied au travail, c'est pas la même vie. Enfin, ça a un vrai impact sur la santé. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre des parcours comme Blandine, mais c'est aussi intéressant d'entendre que pendant 3 ans, elle a fait d'une certaine façon, elle a accumulé les expériences, les tests, etc. Et puis ensuite, d'autres choses sont arrivées. Mais c'est pas en un claquement de doigts, elle a quitté l'EN et paf, elle a construit son école et ça a été un succès. Enfin voilà, non. C'est plus long que ça, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Ah oui, non, complètement. Et Blandine, est-ce que tu t'es formée en quittant l'éducation nationale, à part avec l'école des profs, est-ce que tu as fait une formation spécifique au FLE ou comment tu t'es lancée là-dedans ? Oui, pas tout de suite, mais j'ai fait une petite formation sur Internet avec des modules, voilà, c'était le Kavilam, je crois, quelque chose comme ça. J'avais suivi. Et c'est vrai que mais j'aimais bien le FLE, j'adorais enseigner à des adultes. J'ai vraiment hésité avec entre le public, voilà, des enfants, les petits francophones et puis des adultes, et j'ai hésité longtemps. Et c'est la formation de Charlène qui m'a vraiment aidé à poser par écrit en fait ce qui me. Et toi, du coup, Blandine, et on comparera avec Eva tout à l'heure, mais donc la formation de Charlène, tu l'as suivie un peu plus tard, donc tu n'étais déjà plus en classe à l'EN. Complètement. Ouais. Ok, parce que je vais laisser Eva se présenter du coup, mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe de suivre la formation quand on est en classe, parce que c'est aussi quelque chose qui arrive parfois. Si Eva, tu peux si tu veux te présenter déjà. Oui. Donc moi, je suis professeure d'anglais dans l'éducation nationale. C'est déjà une petite reconversion, puisqu'avant ça, j'étais professeure des écoles pendant 6 ans. C'est une expérience qui m'a apporté beaucoup, mais je me retrouvais pas vraiment dans le premier degré. Enfin, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Blandine. C'était une charge mentale énorme. En plus, moi, c'était les années où j'ai eu mes enfants. Il a fallu jongler avec la maternité, les préparations de cours, les mutations un petit peu au dernier moment. C'est plein de choses qui ont fait que je me suis sentie complètement usée, vidée au bout de très peu d'années finalement. Déjà au bout de 2 ou 3 ans, je commençais déjà à penser à la reconversion, alors que c'est un métier qui me plaisait, énormément même, qui m'apportait beaucoup. Mais l'équilibre pro et perso n'était vraiment pas tenable. Et comme j'ai fait des études en langue anglaise et j'adore ça, je me suis dit, là, c'est le moment de passer dans le second degré, parce que c'était vraiment le métier prof d'anglais, c'était ce qui me plaisait aussi au départ. C'était un des 2 métiers, prof des écoles ou prof d'anglais. Donc là, je me suis dit, je vais tester le second degré, parce que peut-être que je trouverai un petit peu un meilleur équilibre, ou en tout cas, le fait de faire qu'une seule matière, peut-être que ça va m'aider à être un petit peu mieux équilibré, on va dire, au niveau de la charge de travail. Donc, j'ai passé le concours du CAPES interne au bout de 6 ans. Donc. Et comme je l'ai eu, j'ai pu rapidement basculer. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis prof d'anglais. On peut dire que je revis un petit peu depuis. C'est vraiment, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Et j'ai retrouvé un bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso. Je fais ce que j'aime. Alors, il y a toujours énormément de travail, il y a toujours beaucoup de préparation. Et je pense que je travaille autant finalement. Mais comme c'est la matière qui me plaît et c'est dans d'autres conditions, il y a plus tous ces à côté qu'il faut souvent gérer dans une classe. Là, je me sens vraiment, on peut dire, bien dans l'EN. Alors, c'est pas
c'est pas parfait, hein. On sait qu'il y a plein de petites choses, des fois, qui sont un petit peu pesantes au quotidien, mais j'envisage pas la reconversion vraiment pour quitter un métier qui me déplaît. Donc là, en ce moment, je suis dans une phase de réflexion. J'ai plusieurs projets en tête. Et ça varie souvent en fonction des années scolaires. Il y a des années qui sont plus difficiles, où par exemple l'année dernière, j'en pouvais plus. Je voulais juste partir et claquer la porte et devenir prof indépendante parce que j'aime toujours enseigner, mais je ne pouvais plus supporter le système. Et cette année, ça va beaucoup mieux. Donc là, je me pose un petit peu et je me dis peut-être bien prendre le temps de me former justement pour poser des bases solides et rester dans l'EN encore quelques années et partir ensuite peut-être même à mi-temps au début et puis faire une petite transition douce comme ça parce que bon, dans tous les cas, je me vois pas continuer jusqu'à 64 ans ou plus dans ces conditions. Donc, il faut anticiper les choses. Et pour ça, je trouve que la formation de l'école des profs est tombée à pic puisque je l'ai découverte l'année dernière grâce à Florence. D'ailleurs, le podcast m'a beaucoup apporté. et j'ai découvert ta formation, Charlène. Donc, dès le départ, je savais que je la ferais un jour et je me suis décidée à m'inscrire au mois de juin. Donc, c'était dans l'idée de la faire, de la commencer à partir des prochaines vacances scolaires. Et j'ai pas tenu. J'ai pas tenu parce que ça me faisait vraiment trop envie. Donc, j'ai commencé tout doucement à la suivre en même temps qu'une formation pour enseigner le FLE que je fais aussi. Ok, waouh. Je fais le DAE en plus du boulot, en plus de l'école. Mais non, mais mais d'où tu sors tout ton temps en plus d'être maman en plus non, je vois pas. Justement, je trouve que c'est assez pas facile, mais c'est des formations qu'on peut gérer. On peut gérer son temps, on peut faire un petit peu comme on veut. Bon, le DAE FLE, c'est un petit peu compliqué, il y a des travaux à rendre régulièrement, mais l'école des profs, on peut vraiment gérer comme on veut. Il y a des moments où je suis motivée, où j'ai le temps, où j'ai besoin de me remettre dedans, où voilà, je fais mes petites recherches, j'avance à mon rythme, et il y a des moments où vraiment, quand je suis sous la vague et que j'y arrive pas, on peut relâcher, on peut lever le pied, et il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de limite de temps, on peut gérer vraiment comme on veut. Donc ça, je trouve que c'est un gros point fort et c'est ce qui fait que c'est aussi hyper intéressant quand on est dans l'EN et qu'on a des périodes de rush comme là à la rentrée, septembre-octobre, c'est toujours très chargé. Après, on sait que le mois de décembre aussi va être très chargé. Enfin, il y a tout le temps des périodes comme ça très intenses. Et de faire ta formation, ça permet de gérer ça et de ne pas avoir de pression en plus. Donc c'est... Et je pense aussi que quand on suit quelque chose, déjà c'est quelque chose qui va t'amener vers un futur qui te plaît, c'est une décision que tu prends, et c'est certes du temps à ajouter dans tes semaines, mais quand on est content de faire ça et que ça nous intéresse vraiment, c'est pas pareil que quand on doit prendre le temps de faire le ménage, par exemple, ce qui est un peu moins palpitant, ça dépend pour qui, me direz-vous, mais je pense qu'il y a une partie de ça. Et je vois... c'est Jérôme ou pas Café Klatch, Charlène? Non. Jérôme, c'est un nom qui est imprononciable parce que c'est en néerlandais, donc je ne pourrais pas le prononcer. France, Vour... Du coup, ok, je saurais pas faire non plus, mais parce que là, Café Klatch disait... C'est Christine, qui est prof d'allemand. Ah, c'est Christine. Ok, Christine disait que justement, qu'il y avait l'accès sans limite à l'école des profs et que c'était un point fort et que ça faisait partie des arguments qui l'avaient poussé à s'inscrire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette pression, enfin moi la formation que j'ai suivie pour me reconvertir, qui n'a rien à voir avec l'enseignement de près ou de loin, mais il y avait cette pression de finir en tant de temps avant telle date, et mon premier mois de formation, j'avais encore l'école à temps plein, mois de juin, CM1, CM2, c'était chaud, donc c'est vrai que c'était pas pareil, même si j'avais le plaisir de la suivre, fallait à tout prix que ça rentre maintenant, même si c'était le creux de la vague, même si c'était telle période, même s'il y avait, enfin fallait pas tomber malade quoi, alors que là c'est vrai que s'il y a un peu plus de souplesse, c'est très avantageux. Après, il y a aussi, du coup, chaque avantage a son inconvénient, c'est qu'il faut être rigoureux et assez déterminé pour ne pas laisser la formation au fond de son placard, quoi. Et le gros point fort aussi, c'est la communauté. Moi, c'est vraiment ça qui a été le déclic et qui m'a motivée à fond à commencer. Parce que, en ayant accès au Discord et aux discussions entre les profs, qui sont parfois dans les mêmes galères, qui se posent les mêmes questions. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés, ça motive les nouveaux, entre guillemets. Ça, c'est vraiment
hyper riche et hyper puissant au quotidien pour se motiver, pour trouver du soutien, pour avancer. Et il y a vraiment un bon esprit, tout le monde est bienveillant. C'est top, quoi. Ouais, c'est ma grande Claire dit fierté, la aussi, communauté. Oui, tu peux. Claire dit aussi qu'il y a la possibilité de revenir sur des modules même plusieurs années après. Il y a accès combien de temps en tout à la formation, Charlène? C'est autant de temps que la formation existera ou tu as un nombre d'années? C'est ça. Non, c'est autant de temps que la formation existe. Okay. Et en plus, tous les 1 an et demi, je rajoute toujours des nouvelles vidéos. J'actualise en fait le contenu et c'est à disposition gratuitement des clients. Donc, j'en suis assez fière de ça, c'est vrai. Au début, je me demandais est-ce que je donne une date limite. Et en fait, je vois que, par exemple, on voit très bien avec l'exemple d'Eva, vu qu'elle travaille encore, elle est assez occupée, ça lui permet de se former quand elle en a envie, / quand elle peut. Au lieu de se foutre la pression, dire j'ai que 6 mois d'accès à ce programme-là et du coup tu bâcles et t'arrives à aucun résultat, quoi. Donc c'est vrai que le fait de pardon. C'est un argument hyper important pour moi, c'est justement cet accès illimité entre guillemets ou en tout cas sans pression parce que voilà, comme tu dis, on a de la pression vraiment au quotidien à gérer, c'est assez énorme à certaines périodes. Donc, si on fait ça, c'est que souvent, on s'empêche aussi de quitter l'éducation nationale parce qu'on ne sait pas comment se former, on n'a pas le temps, pas la charge mentale, on a parfois peur aussi de démissionner, de se jeter dans le vide comme ça. Donc là, d'avoir cette formation qui est quand même flexible et qu'on peut adapter à nos emplois du temps, c'est un argument hyper puissant pour nos profils de profs de l'EN. Et quelqu'un demande, et je pense que... Oui. Pardon, vas-y, Charlène. Je voulais juste dire que d'ailleurs, on a une petite offre à vous proposer, mais tu peux... je vais la mettre dans les commentaires. Non, on a une petite offre à vous proposer qui est du coup sur l'accompagnement de l'école des profs, du coup la communauté, qui est normalement un accompagnement mensuel payant. Mais avec cette offre qu'on vous propose, je vous le mets de suite dans le chat. Avec cette offre qu'on vous propose, on vous offre 4 mois d'accompagnement du coup dans la formation et on vous offre une petite réduction avec le code AJP5. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Et n'hésitez pas... Avant j'étais prof. Oui, avant j'étais prof. Et n'hésitez pas aussi à aller télécharger notre e-book qu'on a vraiment confectionné avec beaucoup d'amour. Je vous ai mis le lien mon tout premier. Et où on vous donne vraiment les 10 étapes à suivre si vous avez envie de démissionner de l'éducation nationale et devenir du coup indépendant. Oui, Laure, revoir. Comment vous faites avec la rigueur? On a une question intéressante. Les filles, racontez-nous. Moi, je pense que c'est essentiel en fait. Il faut se mettre dans la tête que si on devient indépendant, si on n'a pas de rigueur, c'est peut-être pas fait pour nous. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas. Enfin, je pense que c'est un trait de personnalité qu'il faut avoir si on veut monter son activité. Il faut absolument être rigoureux et donc voilà, après, suivre la formation, forcément, ça demande de la rigueur parce que, enfin, comment dire, on n'a pas le choix. Enfin, surtout déjà, c'est pas une formation, il y a un enjeu aussi financier au bout d'un moment donné qui est de monter son entreprise. Enfin, moi, dans mon cas, par exemple, j'étais plus dans l'éducation nationale quand j'ai acheté ta formation. Donc, il fallait vraiment que je monte mon activité parce que j'avais aussi cette pression aussi là de monter mon activité pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, là maintenant. Donc il y a ça aussi qui aide. C'est vrai que quand tu travailles à ton compte, il y a vraiment une corrélation entre ce que tu mets en place et le salaire qui tombera à la fin du mois. Donc, je sais que moi, dans ma formation, c'était en rédaction web, mais il y a des gens qui ne prenaient pas de contrat parce que tel thème ne leur convenait pas ou avec tel client, il n'y avait pas trop le feeling. Et puis, en fait, moi, je prenais tout au début parce que j'ai pas eu de rupture conventionnelle et mon chômage, il a mis presque 1 an à se déclencher. Donc, je pensais que j'aurais rien du tout. Et du coup, j'ai pris vraiment tout et n'importe quoi juste parce que il fallait bien que je me paye, en fait. Donc,
Donc il y a un petit côté où tu arrives au pied du mur. Il y a des gens, ça les stresse beaucoup, ça dépend du rapport qu'on a aussi à l'argent. Est-ce que c'est une peur ancrée depuis longtemps? Comment on gère ça? Moi, je pense que ça fait pas partie de mes peurs principales. Je peux rester longtemps à vivoter avant de me dire « Ouais, faudrait peut-être s'inquiéter ». Mais en tout cas, au tout début, comme je pensais que j'aurais vraiment rien, j'ai tout pris. Et le fait de tout prendre, ça apprend aussi ça donne plus d'expérience et ça apprend aussi à avoir confiance en soi et à se dire si j'ai fait dans tel et tel domaine, ou pour vous, si j'ai pris tel ou tel élève avec telle difficulté ou quelqu'un qui n'était pas de mon profil à la base ou machin, derrière, quand on a sa cible idéale, on est vraiment dans notre zone d'exercice préférée et ça devient... Enfin, c'est hyper gratifiant finalement d'en arriver là, de savoir aussi d'où on vient, par quoi on est passé, ce qu'on a accepté. Enfin, c'est aussi des concessions. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait cette relation directe entre ce qu'on fait et ce qu'on est payé derrière, c'est sûr, si tu fais rien et que tu mets rien en place, tu seras juste pas payé. Donc souvent, ça aide à être rigoureux. Et je sais, toi Eva, du coup, t'as pas cette même pression puisque pour l'instant, tu es encore en poste, donc t'as encore un salaire par exemple. Donc comment fais-tu pour cet aspect rigueur? Ou est-ce que c'est juste ancré en toi et c'est comme ça? Vu que j'étais militaire avant, la rigueur, c'est vraiment ancré avant. Voilà, j'ai fait 7 ans d'armée, donc c'est une partie de moi, on va dire. Il faut que ça soit carré. T'as eu combien de vies, Eva, en fait? Oui. Non, parce que... Je note pour mon podcast. Non, mais moi, j'adore avoir des challenges au quotidien. Ah on le voit. J'ai mon agenda, ma liste, et tous les jours, il faut que j'accomplisse mes tâches. Et j'adore fixer des objectifs. Donc, c'est vrai que faire une formation en plus, c'est hyper gratifiant parce que tu travailles pour toi, tu construis ton avenir. Donc, c'est d'autant plus motivant. Et des fois, quand il y a des petites baisses quand même de rigueur à certaines périodes, il ne faut pas non plus... c'est pas tout rose non plus, mais quand je suis pas bien au boulot, quand j'ai passé des mauvaises journées ou quand je suis fatiguée, ces petits moments de formation, c'est une bulle d'oxygène dans ma journée. Finalement, la rigueur, je la trouve aussi naturellement parce que c'est pas une contrainte et des fois, c'est même un besoin de travailler sur ça parce que ça me fait penser à autre chose. J'ai l'impression de préparer mon avenir de façon... petit à petit, je mets des petites graines et puis on verra ce que ça donne. Peut-être que ça ne marchera pas comme je le souhaite ou peut-être que ça marchera différemment. Mais dans tous les cas, ça me fait du bien là, sur le moment présent. Et déjà rien que ça motive au quotidien, c'est sûr. Mais c'est ce que dit Claire. Je reprends le commentaire de Claire, du coup, linguologue. Concernant la rigueur, je pense qu'elle vient assez naturellement grâce à la motivation de créer, monter son projet. Donc, c'est vrai que si ça devient un travail et si ça devient compliqué, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. C'est peut-être pas fait pour nous au final. Donc, je comprends tout à fait. Très bien. Et Christine dit que c'est aussi peut-être la rigueur allemande. Oui, aussi, peut-être. Pour certains. Peut-être, c'est clair. On a des questions pour Blandine, mais et d'ailleurs, coucou Lucie. Très contente que tu sois par là. On va peut-être passer, nous, à nos questions pour les filles et peut-être prendre un moment, je sais pas ce que tu en penses Florence, à la fin pour, non mais c'est très bien. Pour répondre aux questions du chat du coup parce qu'on a envie quand même de vous laisser la parole et que vous puissiez poser vos questions directement aux invités. Florence, je te laisse du coup la parole pour poser quelques questions que tu avais du coup via ton Instagram, c'est ça? Oui, en fait, j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de poser leurs questions en amont si jamais elles en avaient et qu'elles pouvaient pas être présentes pour le live. Donc, il y avait évidemment comment est-ce qu'on suit la formation si jamais on travaille à côté. Donc, ça, c'est fait, ce n'est plus à faire. Il y a la fameuse question, et ça rejoint une des questions finalement qui était dans le chat, donc on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Et Eva pourra peut-être pas y répondre, mais Blandine, oui, et Charlène aussi, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces clients/élèves? Est-ce que vous avez des pistes ou des astuces? Et une personne du chat demandait est-ce qu'on est obligé de passer par les plateformes pour débuter? Avez-vous un avis, une expérience sur le sujet? J'espère que oui. Blandine, je te laisse la parole. Raconte-nous. Comment tu trouves tes clients au quotidien? Oui, c'est vrai que les plateformes, c'est bien pour débuter parce que ça permet de se lancer, de tester et c'est vrai qu'on en trouve. Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec les plateformes au début. Et puis, je les ai abandonnées petit à petit. Mais c'est vrai que ça m'a aidé en fait à me lancer, à me familiariser avec l'aspect en ligne aussi. Voilà. Après, c'est vrai que
ça a ses limites. Au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on gagne pas, on peut pas en gagner sa vie en fait. Et voilà. Donc, où est-ce que je trouve mes élèves et comment je fais c'est une vaste question. Déjà, c'est définir un élève en fait, définir un profil, définir exactement un élève idéal. Et donc ça, c'est le module 1 de la formation. Et ensuite, une fois qu'on connaît bien cet élève-là, on sait déjà où est-ce qu'on va aller le chercher. Donc voilà. Donc moi, ça va être, je les trouve de différentes manières, mais c'est vrai que par exemple, dans mon cas, en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est donc les familles expatriées. Je sais que Facebook fonctionne encore bien, les groupes Facebook de Français, les Français à Sydney, les Français à machin, les Français à Dubaï. Il y en a encore, voilà. Après, il y a des réseaux aussi de professionnels de l'expatriation, je sais qui fonctionnent bien pour moi. Voilà, Instagram, pas tant que ça finalement. Moi, j'ai très peu de familles. C'est pas du tout mon canal Instagram. Par contre, je sais qu'il y a d'autres profs indépendants. Eux, par contre, tout vient d'Instagram. Ouais, ça Ça dépend de la dépend en cible. fait de chaque. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille dans la formation aussi, c'est de savoir donc à qui on s'adresse et où est-ce qu'il est. Donc voilà. Ça fait partie Blandine, de est-ce que tu as des élèves qui viennent de ton site? Parce que je sais que tu as un site quand même qui est Ah assez oui, travaillé. complètement. Oui, Ouais, oui, j'allais j'ai te demander. un tiers, on va dire, un gros tiers de mes élèves, c'est Ah de la ouais, recherche Google, en fait, ah ouais, que donc j'ai tu es fait bien faire mon site référencé. internet par quelqu'un et, Ok. ouais, je suis bien référencée. Donc Donc voilà. à ce moment-là, c'est pas toi du coup qui démarche, c'est les gens qui te contactent directement. Un Exactement. tiers de tes clients actuels, c'est Oui, c'est de la référence Google, quoi. Ça, c'est top, hein. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup de travail en amont, mais par contre, c'est vraiment, du coup, moi, c'est une part de mon métier, la rédaction et le SEO. Donc, je recommande vraiment pour les personnes qui voudraient se lancer à leur compte et qui pensent faire ça sur la durée, pas juste expérimenter pour voir, mais à partir du moment où vous êtes sûr de vous, prendre le temps assez rapidement de mettre son site en place, même si au début, c'est juste ce qu'on appelle un site vitrine c'est pour ça. juste commencer à se référencer, quitte à après développer une partie blog, la faire grandir, etc., mettre des retours de vos élèves, tout ça. Mais c'est hyper important parce que le SEO, donc le référencement naturel, le fait qu'on vous trouve sur Internet en tapant certains mots-clés, c'est ce qui va faire venir des gens à vous, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le moyen et le long terme. Donc, quand on crée son site, on a l'impression de beaucoup travailler. Alors, c'est quelque chose qu'on peut aussi déléguer, hein, bien évidemment, ça dépend ça de chacun, mais on a l'impression que c'est beaucoup de travail, on voit pas les résultats tout de suite, contrairement à, par exemple, les réseaux sociaux, où parfois on poste une story, paf, il y a des réponses tout de suite. Là, il n'y a pas ce côté immédiat. Par contre, sur le long terme, c'est quelque chose qui va faire un effet boule de neige et qui va grandir et vous amener en autorité et en visibilité sur du long terme. Donc si vous voulez vraiment faire grandir derrière votre entreprise, je recommande. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, c'est vraiment important et c'est là que c'est important de bien connaître, de bien définir, de bien réfléchir à qui on s'adresse parce que c'est ces mots-clés là qui vont ressortir et qui font. Moi vraiment, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai fait mon site internet. Je pensais pas en fait que mes élèves allaient venir par ce biais-là en faisant une recherche sur Google et en fait je me suis rendu compte que en demandant parce que je demande systématiquement quand une famille me contacte, je demande systématiquement comment ils m'ont trouvé et je m'attendais pas à ça mais vraiment c'est quelque chose à pas Un tiers, c'est beaucoup, hein. négliger quoi vraiment et c'est ça qui est vraiment important et c'est pour ça que c'est important de pas se lancer comme ça sans avoir une cible précise. C'est voilà, plus on a un élève à une cible définie, plus on va pouvoir utiliser des mots-clés, des expressions, etc. et se faire référencer. Top. Est-ce que Charlène, tu veux répondre aussi à comment trouver ses élèves? Parce que elle a tout dit, des Blandine. exemples, Franchement, non, elle a tout dit. Tant que vous avez vraiment travaillé votre élève idéal, si vous savez à qui vous adressez, vous savez exactement où se trouve au final cet élève. J'ai beaucoup de profs, moi, avant de se lancer à l'école des profs, qui me demandent non mais j'arrive pas à trouver des élèves. Et en fait, la majorité, quand je creuse un petit peu avec ces profs-là, la majorité, ça veut dire en fait, c'est des profs qui s'adressent à tout le monde, qui sont sur les plateformes et qui n'ont pas encore du coup fait le travail de choisir vraiment une cible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette peur. Si je choisis une cible, je me ferme des portes. J'arriverai jamais à en vivre, alors que c'est tout le contraire. C'est généralement les profs qui se ciblent, qui se nichent le plus rapidement, qui arrivent à en vivre le plus rapidement aussi. Donc, je sais que c'est une peur à surmonter
qui n'est pas facile, mais c'est la chose la plus importante. Et une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on sait très bien où trouver ces personnes-là. Et comme Blandine, elle a dit, les groupes Facebook, par exemple, c'est une mine d'or, quoi. Est-ce qu'il y a, Charlène, des exemples d'élèves que tu aurais en tête qui ont des niches? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui savent pas exactement ce que c'est une niche. Par exemple, Blandine, c'est les petits expats. Voilà, une cible. Est-ce que tu as d'autres exemples qui te viennent en tête et qui pourraient être parlants? Par exemple, Zoé, je sais pas si elle est encore là, mais en général, Zoé, elle s'adresse à des sportifs, du coup, qui apprennent le français. Tu vois, donc c'est assez niché quand même comme cible. On a Jérôme, du coup, qui est peut-être encore dans le chat, qui s'adresse, lui, à des... Alors, en général, ce sont des retraités hollandais qui veulent acheter une maison en France. Donc, ça aussi, assez niché. On a Melek qui s'adresse à des femmes qui sont mariées à des Turcs. Donc, c'est des femmes qui veulent apprendre le turc, tu vois, parce qu'elles sont dans un couple mixte et donc elles ont besoin, tu vois, Et en fait, c'est des niches qui ont une énorme demande aujourd'hui, toutes celles que je cite. Plus encore, j'en ai plein encore dans la tête. Et du coup, c'est des cibles qui ont besoin aujourd'hui de cours de langue et dès qu'on les trouve, on arrive à trouver facilement des élèves, quoi. Et je pense qu'on se dit parfois que choisir une niche, c'est vraiment se restreindre. Mais en fait, c'est pas se restreindre, c'est plutôt se spécialiser. Il y a plus de monde que ce qu'on penserait. Moi, quand j'ai lancé mon podcast, je me suis dit, mais un truc sur la reconversion des profs, déjà, ça va intéresser que des profs, c'est pas genre la France entière, qui en plus auraient envie de se reconvertir. Enfin, pour moi, il y allait avoir 15 personnes à écouter ce truc, quoi. Et en fait, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on pense. Et je me rends compte que dans le podcast, c'est comme pour les cours en ligne, ou même si c'est en présentiel, mais en tant qu'indépendant, plus tu es spécialisé, plus tu touches vraiment des personnes qui se sentent comprises et que toi aussi tu comprends, donc tu peux proposer le bon contenu à la bonne personne. Et c'est aussi plus agréable du coup d'avoir... C'est un petit peu ce que disait Léfi tout à l'heure, mais tu te recentres, le fait d'avoir ta cible exacte, tu te recentres aussi sur quelque chose et t'as moins de charge mentale, tu t'éparpilles moins aussi. Donc, mais comme ça, les gens verront ce que c'est une niche, parce que moi, je me souviens, c'est un terme que j'ai découvert en travaillant à mon compte et je comprenais pas du tout pourquoi niche au départ. Ouais, c'est un mot un peu... Puis on gagne énormément en crédibilité, en fait. T'es l'expert, quoi. Par exemple, imagine, je sais pas, tu vis un burn-out professionnel, par exemple. Tu cherches un psychologue. Tu vas avoir un psychologue qui fait tout. Enfant, c'est écrit enfant, adulte, senior, enfin, je sais pas. Et puis, peut-être qu'il est très réputé, peut-être qu'il est il a peut-être plein des super commentaires sur Google, il est peut-être très bien, bon, ok. Et puis de l'autre côté, on a un psychologue spécialisé dans le burn-out professionnel, qui utilise des mots, il parle, enfin, il fait que ça. Il est peut-être plus cher que l'autre, mais on va avoir tendance à aller... On va aller vers celui qui est spécialisé parce que il a plus de confiance et on se dit, voilà. Non, complètement. Dans les autres questions que j'ai, quelqu'un demandait, ça va encore faire un peu de lien avec une des questions du chat, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on peut viser des élèves de maternelle en tant que prof indépendant? Et tout à l'heure, quelqu'un demandait, est-ce que Charlène, ta formation, c'était que pour les profs de langue? Que réponds-tu à ça? Maternelle, moi je dirais, selon mon expérience d'enseigner aux enfants, c'est un peu difficile, et Blandine, du coup, tu pourras confirmer, mais c'est un peu difficile d'enseigner en ligne, en tout cas à des maternelles. Je trouve que c'est quand même un peu tôt. C'est quand même des enfants qui sont petits. À partir de quel âge tu enseignes, Blandine? C'est pas 6 ans? Moi, je les prends à partir de 6 ans. Ouais, 6 ans, ouais. Ouais, maternelle, ça me semble un peu tôt pour bien les avoir en ligne. Présentiel, après, avoir un projet présentiel. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, en présentiel, complètement possible. En ligne, un peu compliqué. De toute façon, l'école des profs, c'est fait autant pour les profs qui sont en présentiel qu'en ligne. Hein. On a les deux cas de figure. Mais si c'est en présentiel, aucun souci. Si c'est en ligne, j'émets un petit peu quand même une réserve. Et c'était quoi la deuxième question, Florence? Au niveau des langues, non, c'est ça? Maternelle et les langues. Ouais. Est-ce que l'école des profs, c'était que pour les enseignants qui visaient les langues? En général, oui. C'est vrai qu'on a... la grande majorité de profs en fait qu'on a à l'école des profs, ce sont des profs de langue, mais c'est vrai que de plus en plus on a des profs. Récemment, on a eu une prof de tarot qui est venue à l'école des profs, voilà. On a un prof, alors qui n'a pas pris l'accompagnement, mais un prof de maths, un prof d'SES,
aussi. Et en fait, ce sont des profs comme l'école des profs n'est pas une formation pour enseigner à enseigner, moi je ne touche pas la pédagogie dans l'école des profs, j'enseigne juste à créer une activité rentable. Donc que tu enseignes le tarot, la géographie, le PS ou le français, en fait, peu importe quoi. Ouais. Oui, je pense qu'on peut adapter après oui, les contenus des modules, finalement, c'est assez ouvert. C'est en assez fait. adaptable, ouais. C'est vrai que je parle beaucoup de langue dans l'école des profs parce que je suis moi-même prof de langue, mais c'est vrai que c'est complètement adaptable et les profs qui nous ont rejoints là récemment d'autres matières du coup le prouvent. Donc oui, il n'y a pas de problème si besoin, quoi. Dans les autres questions que j'avais, on m'avait demandé est-ce qu'on pouvait commencer à être prof indépendant en étant encore prof à l'EN. Je pense que Eva, c'est une question que tu as dû te poser pour... Eva, pardon. Oui. J'ai dit quoi? J'ai dit Blandine? Ah non, j'ai cru que je m'étais trompée de prénom. Eva, du coup, je disais, je pense que tu as dû te poser cette question-là. Est-ce que tu as un plan pour la suite? Pas vraiment. Je vous avoue que là, en ce moment, j'ai la tête dans le guidon sur les formations à terminer. Donc, je ne me suis pas encore planchée sur la question du statut après à avoir. Mais je crois qu'on peut demander un cumul d'activités pour être enseignant à son compte. Donc, c'est sous le statut de l'auto-entreprise. Il me semble qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on est obligé de demander une autorisation de création d'auto-entreprise. Et ensuite, voilà, on peut cumuler en faisant comme ça. Mais alors là, je ne suis pas hyper à jour sur ce qu'il y a. Peut-être que Florence, toi, tu saurais mieux répondre à ça. Mais peut-être qu'il y a un temps limité. On ne peut pas cumuler pendant plus de X années. Je ne suis pas trop au point là-dessus, par contre. Quand c'est un temps partiel pour création d'entreprise, donc tu as une partie de ta semaine qui est libérée pour exercer dans ton auto-entreprise, à ce moment-là, c'est 3 ans maximum. Et au bout des 3 ans, on te demande est-ce que tu veux continuer à 100% dans ton entreprise et tu t'en vas gentiment, ou bien est-ce que tu veux plutôt rester enseignante pour l'éducation nationale, mais à ce moment-là, tu arrêtes ton autre activité. Après 3 ans, c'est déjà pas mal pour se lancer. Sachant que en fait, il y a certaines activités pour le cumul d'activités. C'est très complexe, le cumul d'activités. Il y a certaines activités qui sont donc interdites, donc ça, voilà, c'est simple. Il y a certaines activités qui sont autorisées, qui peuvent être autorisées soit sur simple information. On informe que voilà, on fait ça, tout ce qui est œuvre de l'art et de l'esprit, tout ce qui découle de notre fonction. Donc là, nous, ça va peut-être être dans ce cas-là. Et sinon, il y a une partie où il faut une autorisation, et notamment si on a besoin en plus d'un temps partiel, ou si c'est certains types d'activités, il faut une autorisation. Donc là, on est dépendant de la réponse qu'on va recevoir. Par exemple, un prof de droit va avoir le droit d'être juriste, par exemple, parce que ça découle de ses fonctions. Donc un prof des écoles va avoir le droit de donner des cours particuliers, en le faisant sur son temps libre. Si en plus de ça, il veut vraiment développer son entreprise un petit peu plus sérieusement et donc avoir un temps partiel, par contre, à ce moment-là, il faut demander l'autorisation. Je l'ai à portée de main, on dirait que je suis organisée, c'est vraiment un pur hasard. J'enlève mon petit marqueur dedans. Il y a Émilie, qui était une auditrice du podcast à la base, qui a écrit, mais je suis en miroir, c'est un livre « La prof a un autre métier ». Il est épais comme ça à peu près. Et c'est un livre justement sur le cumul d'activités, avec tout ce qu'il est possible de faire et toutes les lois, les arrêtés, enfin toute la partie complexe. Moi qui déteste l'administratif, il m'est très utile. Donc souvent je me réfère à ça parce que c'est assez pratique et du coup ça donne plein d'exemples différents, et notamment pour la question des cours particuliers. Sachant qu'il y a aussi des personnes qui le font de manière non déclarée, mais ça après c'est chacun sa conscience et chacun ses problèmes. Mais là c'est pas forcément nous ce qu'on recommande en tout cas, parce que après tu peux pas développer ton entreprise si tu déclares rien, quoi. Il y a toujours la peur d'être trouvé, d'être connu, etc. Or il vaut mieux essayer de se faire connaître pour trouver des élèves. Donc voilà pour ça. Dans les autres questions que j'avais de mon audience... Ah oui, alors là, je sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça. Peut-on rejoindre une entreprise d'enseignants indépendants plutôt que de se lancer seul? C'est quoi l'entreprise? Dans quel sens? Je me suis demandé, la question était posée telle quelle, mais je me suis demandé, par exemple, toi, Blandine, comme tu as ton école, tu as d'autres enseignants Exactement. avec toi. Du coup, je me suis dit, peut-être que c'est un peu ça la question. Est-ce qu'on peut rejoindre un groupe Tout à fait, on peut travailler, on peut se mettre à son compte. Par exemple, j'ai 2 enseignantes qui sont avec moi, elles sont en auto-entreprise en France. Et elles font diverses choses, elles me font quelques heures pour moi.
mais je sais qu'elles travaillent aussi pour d'autres organismes de formation et d'autres. Elles ont aussi leurs propres élèves elles-mêmes sans passer par des organismes. Voilà, elles cumulent comme ça plusieurs choses. Donc voilà, oui, elles sont donc en auto-entreprise. Comment dire, c'est une sorte de sous-traitance en fait Oui, c'est ça, ouais. comme ça, c'est très beau comme mot, mais Ouais. pour d'autres. C'est un prestataire de embauches service en tant que freelance. au final. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle Moi, je trouve ça t'envoie bien. la facture à la fin du mois et tu payes. Moi aussi, je l'ai été. Alors, Ouais. justement, pour donner des cours de FLE à des adultes, j'avais mon statut d'indépendante et donc je faisais des heures pour un organisme de formation. Et je trouve ça bien pour démarrer. Ça permet d'avoir comment dire, une certaine, c'est un petit job comme ça, on va dire, pour avoir des revenus fixes et stables et sans se préoccuper de chercher des élèves, sans se préoccuper de la partie administrative, facturation, etc. Donc ça peut être bien pour démarrer. Blandine, je sais pas si tu l'as dit dans ta présentation, toi t'as démissionné ou t'es en dispo? Je suis en disponibilité. Ok. Pour enfants de moins de 12 ans? Non, pour suivi de conjoint. Ok. Ouais. Oui, donc t'en as pour un petit moment de dispo. Donc tous les ans, en fait, je justifie qu'il a un emploi ici. Et voilà, après, c'est vrai que la question de la démission se pose de plus en plus parce que je vois que mon activité marche bien et se structure bien. Et donc, puis on ne savait pas si on allait rentrer en France ou pas. Il y avait toujours cette interrogation. Et là, c'est vrai que on est bien là. Donc, je pense qu'on... Tu me fais une très belle transition pour la dernière question que j'avais de la part de l'audience. Peut-on vivre à 100% en tant que prof indépendant? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez des conseils? C'est vaste comme question. Très, très, très vaste. Blandine le prouve bien. Oui, alors c'est... Aujourd'hui, moi maintenant... Est-ce que j'en vis à 100%? Oui, alors je me verse pas des milliers et des cents, hein, je roule pas sur l'or, mais j'arrive là, ça y est. Enfin, je suis quand même hyper fière de voilà, j'arrive à me verser un salaire tous les mois tout à fait qui me convient. J'ai la chance d'être en couple aussi avec un partenaire qui a un revenu fixe, donc ça aussi, faut pas, on va pas se mentir, c'est quand même un bon. Quand on a des enfants, déjà une vie installée, etc., c'est quand même pas négligeable. Sécurisant. Voilà. Après, c'est vrai que c'est long. On va pas gagner sa vie comme ça. Enfin, j'ai mis du temps en fait à arriver à cette situation-là. Donc oui, on peut tout à fait en vivre. On peut tout à fait en vivre. L'idéal, c'est vrai pour justement accompagner cette période de transition au niveau financier, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir un petit job à côté, d'avoir quelque chose à côté pour s'assurer un salaire fixe. Donc soit voilà, en travaillant pour une académie, une école de langue, travailler pour, je sais pas, faire des heures comme ça pour avoir de l'argent qui rentre. Et puis ensuite abandonner petit à petit. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait pendant longtemps. J'ai été salariée, par exemple. J'avais quelques heures dans une académie, une école de langue ici. J'ai eu pendant toutes ces années comme ça. Là, depuis, en fait, comme je disais, je suis indépendante depuis 2020, et c'est que depuis janvier 2025 que là, vraiment, je suis que sur l'école des petits expats et vraiment que mes élèves à moi. Et donc pendant 5 ans, j'ai eu quand même toujours un petit job de secours, on va dire, quelques heures, même si c'était une dizaine d'heures dans la semaine, j'avais toujours ma petite bouée de secours, en travaillant pour un autre organisme, on va dire. Est-ce que tu sais, Charlène, parmi tes élèves, à peu près combien se versent les enseignants, en sachant que je sais, quand on est à son compte, c'est jamais pareil tous les mois, mais est-ce que tu as une idée globale est-ce que les enseignants en vivent à temps plein, ou est-ce qu'ils sont plusieurs à avoir un à côté, sachant que tu vois, même moi, dans un autre domaine, au final, cette année, j'ai pris un autre job à côté pour
me sécuriser financièrement et garder quand même le plaisir du côté auto-entrepreneur, parce que sinon forcément quand tout est lié, ça met aussi un peu de pression, donc c'est quelque chose d'assez classique au final, je le vois partout autour de moi. Mais est-ce que toi tu sais dans tes élèves, est-ce que il y a beaucoup de gens à avoir un à côté, ou est-ce qu'il y en a qui en vivent à 100% majoritairement ou pas? Il y a tous les cas de figure, honnêtement. Il y a certains... En plus, honnêtement, dans l'école des profs, il y a plusieurs profils, enfin plusieurs stades différents. Au niveau entrepreneuriat, il y a des personnes qui viennent juste de se lancer, il y a des personnes qui sont lancées depuis 5 ans et qui ont juste besoin d'un petit coup de boost. Donc j'ai des personnes qui n'en vivent absolument pas encore. J'ai des personnes qui, oui, en vivent bien maintenant et qui arrivent à se dégager un salaire. J'ai vraiment tous les cas de figure, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que 100% des profs de l'école des profs ont réussi, parce que ce serait un gros mensonge. Il y a des profs aussi qui abandonnent la formation au bout de quelques mois parce que finalement ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, ou qui, il y a une opportunité dans leur vie et ils font autre chose. J'ai pas je peux pas te donner une fourchette de revenus, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup, tu vois, vraiment de revenus concrets comme ça, je sais pas, 1500, 2000. Mais parfois j'ai des profs en privé qui me parlent du coup de revenus, et c'est vrai que je peux te donner une fourchette, mais il y a des profs qui arrivent à se dégager autour de 2000 €, tu vois, dans le mois, et c'est pas tous les mois comme ça, on va pas se mentir. Pareil, il y a pas au début il y a pas de stabilité, et c'est assez un petit peu des montagnes russes. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, c'est important de diversifier un petit peu ses revenus et de réfléchir un peu à créer quelque chose à côté du fait de vendre son temps entièrement. On en parle aussi à l'école des profs, mais c'est un peu l'après, hein, ça vient pas tout de suite, hein. Mais je peux pas te donner vraiment exactement, tu vois, c'est impossible, parce que j'ai de tout en fait, vraiment de tout. Oui, et de toute façon, en fait, quand tu es à ton compte, qu'importe le domaine, enseignement ou pas, t'as jamais 2 mois qui sont pareils, et t'as jamais 2 profils qui sont pareils, même en faisant le même métier. Freelance, Ça vient avec le statut. En fait, je pense que si dans sa personnalité, on sait qu'on est extrêmement anxieux, surtout autour du sujet de l'argent, qu'on a besoin de beaucoup de stabilité, beaucoup de routine, etc. Je dirais que c'est pas forcément le statut idéal. Après, ça peut ne pas être le statut idéal maintenant, et dans 10 ans, on sera peut-être pas la même personne qu'on est aujourd'hui. Mais si par contre, on est OK avec ça, soit parce que c'est un problème qu'on n'a pas spécialement, ou qu'on a travaillé dessus, ou ça vient avec, on l'a accepté, et on sait qu'on veut tellement un truc que on va en accepter un autre, ça fait partie des concessions aussi. Ou si on s'organise de façon à avoir une partie de job alimentaire pour sécuriser le loyer, le crédit, les courses, etc. Et que sur son autre moitié du temps ou plus, on développe son projet plus passion autour de l'enseignement. C'est aussi une façon de faire et de voir les choses. Je pense qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire, de toute façon. Mais c'est juste à prendre en compte, en fait, se connaître, déjà être sûr que c'est ça qu'on veut faire et qu'on veut suivre, parce que je trouve c'est dommage que ce soit cette formation-là ou d'autres, mais acheter une formation et pas la suivre, c'est dommage pour tout le monde. Pour soi-même, c'est une perte d'argent, puis pour la personne qui forme, c'est une personne qui va pas au bout, Donc déjà, penser à ça avant, mais aussi apprendre à bien se connaître et se demander, au-delà du métier, est-ce qu'on est prêt à le faire en indépendant ? Est-ce qu'on en est capable, en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses peurs, etc. Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là, quitte à prendre le temps, quitte à ce que ça prenne plusieurs mois, mais juste pour être sûr et pas se lancer dans le vide non plus et regretter derrière, quoi. Complètement. J'aimerais bien qu'on parle, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez commun parmi les profs de l'EN, du coup, qui veulent du coup... Attendez, j'ai un problème avec le commentaire. Une seconde. Ça, c'est... Il s'est coupé il s'est coupé en deux, je le referai après. C'est une question qui revient quand même pas mal parmi les profs de l'EN, et je reçois quand même pas mal de mails à ce sujet-là, donc je pense que ce live a vraiment une place pour en parler, et je pense que du coup, Florence, tu confirmeras. Mais la peur, en fait, j'aimerais beaucoup qu'on aborde la peur de quitter le bateau, le navire, et la peur de devoir y revenir. Parce qu'il y a beaucoup de profs en dispo qui se posent la question, est-ce que même si mon activité marche ou elle est en voie de marcher, j'ai quand même peur de démissionner. J'aimerais bien qu'on parle de ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de profs dans le chat qui doivent être dans cette situation, ou qui réfléchissent peut-être à être dans cette situation. Et bon, Florence, vous avez été toutes les trois. Moi, je n'ai jamais été prof de l'EN, donc je ne peux pas parler en première position, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on parle de ça quand même,
ce live-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de profs qui le vivent, quoi. Bah, dans les retours qu'on me fait et ce que moi j'ai vécu, même si je partais pas dans la même reconversion que vous toutes, mais j'ai quand même vécu à un moment cette peur-là, enfin un moment qui a duré quasiment 4 ans, parce que j'ai quand même mis 4 ans moi à me décider, bon allez, je fais un truc quoi, je bouge, je sors, je m'en vais quoi. Mais c'était long, et la peur c'était... Je sais même pas trop comment traduire ça. Il y a des jours, je me levais, je me disais... Bah en fait je m'en fous, demain je vais faire un abandon de poste, de toute façon je peux bien faire autre chose et au pire j'irai faire un job alimentaire en supermarché, je l'ai fait quand j'étais étudiante, ça me dérange pas, au moins j'aurai pas la charge mentale. Et puis le jour d'après, je me réveillais et je me disais mais en fait même ça je saurais pas le faire, je suis nulle, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait autre chose que ça se trouve je sais plus faire que ça. En plus il y a eu une année où j'étais en maternelle, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, moi je déteste ça, et du coup j'écrivais tout le temps en lettres bâton, et du coup je me souviens à une pizzeria j'avais fait un chèque, j'avais écrit 26 € en lettres bâton, et j'étais là non j'ai pas fait ça. Du coup je me suis dit mais vraiment c'est en train de prendre, enfin je sais pas, j'avais l'impression que mon cerveau il se ramollissait, que je me formais plus, que j'apprenais plus rien, que vraiment je pensais, moi ma grosse peur, là où pour beaucoup c'est l'argent ou le regard des autres, moi ma grosse peur c'était d'être devenue idiote et d'être incapable de me former. C'est vraiment un truc qui m'a poursuivi, et c'est quelque chose qui revient souvent dans ma vie, toujours aujourd'hui, quand je dois commencer un nouveau truc, je pense toujours que je suis trop bête ou trop nulle et que je vais pas y arriver. Par contre, j'ai pas la problématique financière que beaucoup ont. Chacun ses peurs après. Mais en tout cas, moi, ça, c'était mes peurs. Ça a duré très, 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 très longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça s'en aille. Et c'est parce que je pense que je me suis beaucoup posé la question. Et là où ça s'est accéléré, c'est quand j'ai créé le podcast. Du coup, j'ai fait des rencontres, j'en ai parlé avec des gens, j'ai pris un accompagnement psy, j'ai suivi un coaching. Et vraiment, sur cette année, tout s'est décanté. Alors, c'est aussi l'année, du coup, où j'ai un peu tout lâché, peut-être parce que je savais indirectement que c'était la fin, mais c'est là aussi que j'ai eu mes arrêts maladie, que j'ai été très très malade, que ce soit physiquement et mentalement, c'est des idées très noires, je vous passe le tableau, mais voilà, ça allait pas du tout. Et je pense que une fois que je suis arrivée tout en bas, je me suis dit, bah de toute façon, arrivée là, bon, plus bas je creuse ma tombe, quoi, donc on va plutôt remonter, on va rebondir, et du coup après je suis repartie. Mais parce que toutes ces réflexions, tous ces oui mais non, mais oui mais non, mais oui mais non, il y a eu un moment où pour moi c'était, de toute façon là, soit tu te sauves, soit t'as pas envie de savoir la suite, quoi. Et je pense, moi c'est ça qui finalement a fait que, est-ce que c'est si grave si je trouve un boulot qui est que au SMIC ? Non, parce qu'au moins je vais sauver ma santé. Donc en fait, il y a un moment donné, moi dans mon cas, c'est un peu ça qui s'est passé. Après, il y a des gens qui ont la capacité à ne pas attendre d'être au pied du mur pour faire quelque chose, et vraiment je les salue et je les admire. C'est pas mon cas, apparemment toujours pas 5 ans plus tard, donc c'est peut-être aussi une question de personnalité, mais c'est vrai que si vous voyez ça arriver en amont, essayez de vous y prendre en avance et de vous demander quelles sont vos peurs, essayez de vraiment les identifier et de vous demander, ok, ma peur c'est ça, si je vais vraiment dans cette direction-là, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Moi, une peur de prof qui revient tout le temps, et que je sais, ça me fait marrer parce que je sais que les gens qui me le disent, eux, ça les fait pas marrer du tout. Mais moi, ça fait 5 ans que je vois des profs en reconversion et personne n'en est arrivé là. C'est tous les gens qui me disent, oui, mais imagine, je finis sous un pont avec ma famille. Ça, mais il n'y a pas un mois sans qu'on m'envoie ça. Mais moi, j'ai jamais vu un prof sous un pont avec toute sa famille. Enfin, en fait, on fera quelque chose avant d'en arriver là. On va prendre au pire un job alimentaire. Au pire, si on était en dispo et que ça marche pas, tant pis, on revient. Au pire, enfin, il y aura toujours un truc. On peut demander un reclassement dans l'éducation nationale si on est inapte à enseigner. Il y a plein de possibilités qui, certes, seront pas idéales, mais qui feront qu'on finira pas sous un pont. On sera capable de demander de l'aide, d'aller voir nos proches, de demander à un ami, d'aller voir une assistante sociale. On sait lire, on sait écrire, on sait apprendre, on sait faire plein de choses. On se laissera pas arriver jusque-là. En fait, la décision, on la prendra avant. Et souvent, quand on a la peur financière, c'est pas juste la peur financière en tant que telle, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est ce qui va autour. C'est la peur de pas pouvoir payer des études à ses enfants, la peur de pas pouvoir garder cette maison qu'on a achetée avec son conjoint ou sa compagne, la peur de pas pouvoir gérer la maison de retraite de ses parents s'ils tombent malades. En fait, c'est souvent lié à d'autres choses. Et parfois, on n'a même pas de problème financier et on a l'impression qu'on en a parce que c'est ancré dans des choses qu'on a vécues quand on était plus jeune. C'est un vrai travail, je pense, la peur financière, qui revient du coup le plus souvent. Mais je pense que c'est un vrai travail à avoir et c'est une peur, moi, des enseignants qui me suivent, c'est la peur qui revient le plus souvent, ça et le regard des autres. Ah,
Mais je sais pas, bah toi, ouais, le regard des autres, beaucoup, ça moi j'ai pas du tout, ça me passe au-dessus. Mais je me souviens, ma toute première interview il y a 5 ans, avec Émilie, elle m'avait dit dans l'épisode qu'elle le vivait pas bien parce que sa grand-mère ne lui parlait plus depuis qu'elle avait dit qu'elle voulait démissionner. Et je me souviens de me dire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qu'elle pense notre grand-mère? Pardon pour mon vocabulaire. En fait, je comprenais pas du tout le délire. Et là, depuis 5 ans, je reçois tellement de messages de gens qui me disent, oui, mais mon conjoint, machin, mes enfants, machin, ma mère, machin. En fait, j'ai compris que c'était une vraie peur, tout comme moi, avec ma peur d'être devenue débile. Les gens, ils se moquaient pas de moi, donc je me moque pas des autres. Chacun vraiment a ses peurs. Mais c'est une peur qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on pense, et ça m'a beaucoup surprise au début. Autant l'argent, ça m'a pas étonnée, autant la peur du regard des autres, ça m'a vachement étonnée parce que je le vis pas du tout pour le coup. Mais c'est le cas. Et toi, Blandine, je sais pas si avant de partir, et Eva, pareil, est-ce que pendant que t'es pas encore partie, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur? Et si oui, quoi et comment vous combattez ça? Moi, clairement, c'est la peur financière tout en haut de la liste. Mais ça a changé entre quand j'étais prof. Avant d'être prof des écoles, j'avais pas encore mes enfants. J'étais prête à faire n'importe quel boulot, même tout et n'importe quoi. Ça me faisait même pas peur du tout. Depuis que j'ai des enfants, ça a complètement changé. Et si je fais tout ce travail, je reste à temps plein, plus je cumule des formations, etc. C'est vraiment parce que j'ai peur de manquer. Et rien que de me mettre à mi-temps, là, pour l'instant, je suis pas prête du tout, clairement. Donc, il faut que j'ai quelque chose de solide et qui fonctionne déjà avant de me mettre à mi-temps. Et ouais, donc moi, je sais que c'est ça le gros problème. Et je pense que c'est une peur qui est partagée par beaucoup parce que, comme tu disais, il y a les études à payer des enfants. Bon, les miens sont petits, mais on sait que ça peut arriver vite. Il y a le crédit de la maison, il y a toutes ces choses-là qu'il faut payer. On veut aussi continuer à pouvoir acheter des vêtements à nos enfants, à pouvoir partir en vacances quand même au moins une fois dans l'année. Donc, toutes ces choses-là qui au final sont peut-être pas nécessaires, mais qui finissent par le devenir. Et quand on est dans l'EN, on a quand même une sorte de confort, mais c'est un peu malsain des fois parce qu'on n'est pas bien. On a parfois plein de petites choses qui se disent en salle des profs. On a une espèce de mal-être. On sait que c'est pas toujours très sain le climat dans lequel on travaille. Et pourtant, on reste là parce qu'on se sent un petit peu coincé par ce salaire qui tombe tous les mois, par ce confort, par ça. En fait, on est tenu par ça, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et ce que dit Jérôme, ça résume beaucoup cette pensée, je pense, non? Quand j'ai quitté l'EN néerlandaise, je savais que mon salaire allait chuter, mais aussi que ma qualité de vie allait sacrément augmenter. C'est un peu ce que tu dis, Eva. T'es un peu pris par le truc de « oh là là, je vais plus pouvoir vivre correctement parce que j'aurai plus de salaire », mais en fait, il faut voir un peu l'autre côté du truc. C'est ça. Ouais, mais ma qualité de vie, elle va quand même sacrément augmenter, quoi. Et j'imagine que Blandine, c'est ce que tu vis aussi au quotidien aujourd'hui. Maintenant, tu te sens beaucoup plus libre, tu as plus de temps pour ta famille. La qualité de vie, le fait de profiter de ses enfants, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà, je les emmène, je vais les chercher à l'école, comme je disais très tôt, à une heure impensable en France. J'assiste à s'il y a un petit spectacle, le petit spectacle de fin d'année que les profs organisent, tu sais, en pleine semaine à 10h, et ben j'y vais, je peux y aller. On est présent en fait, je suis présent pour. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est clair. La famille, on s'organise, et puis il y a aussi toute le fait d'enseigner à sa façon, à sa manière. Il n'y a pas quelqu'un, un conseiller pédagogique ou un inspecteur ou un nouveau ministre qui dit « Allez, on change les programmes, on fait ça ». On fait ce qu'on a envie de faire, en fait, à la manière dont on veut le faire. Donc, c'est aussi professionnellement parlant, c'est un épanouissement. Ouais, c'est plus épanouissant. Alors, c'est sûr, ça ne remplit pas le frigo. mais je pense qu'il faut vraiment… Oui, la peur financière, oui, c'est pas qu'une peur, c'est vraiment, c'est réel, quoi. Il y a un vrai changement de ce côté-là, mais faut aussi penser à la qualité de vie. Et puis penser à explorer, en fait, on n'y pense pas, en fait, tant qu'on n'a pas le nez dedans, il faut explorer plein de solutions. Par exemple, tu parlais du crédit, d'un crédit immobilier. C'est vrai qu'on est souvent, quand on a déjà la trentaine, voire quarantaine, on est dans un crédit immobilier. Par exemple, là, moi, avec notre banque, on a négocié pendant 2 ans, on a suspendu notre échéance. Et donc, voilà, on ne le savait pas. Enfin, tant qu'on n'est pas dans cette situation, on ne pense pas que ça peut exister. Mais quand on commence à chercher des solutions, on se rend compte qu'il y a
qui a des... Ça, je confirme parce que quand je m'étais reconvertie, avant du coup de me reconvertir, on avait acheté avec mon conjoint un appart en se disant on va un truc pas trop cher parce que moi je savais que je voudrais voyager, donc faire des années off, et deux, j'allais me reconvertir, donc à un moment donné, il y aurait pas de revenus. Et on avait posé la question comment ça se passe si jamais il y a une année un peu plus difficile que d'autres, et il nous avait dit ça, qu'il y avait moyen de suspendre, il y avait moyen de diminuer les traites, en fait, il y a des solutions, mais on ne sait pas toujours. Il faut vraiment creuser. Et je pense que quelqu'un qui parce que comme tu l'as dit, la peur financière, alors parfois c'est une peur et c'est vraiment lié à du psy, à des émotions, mais parfois c'est juste réel, on va juste vraiment gagner moins que ce qu'on gagnait et ça passera peut-être pas. Donc voilà, et après ça dépend de la situation de chacun. Il y a des gens qui, en fonction de leur situation administrative de départ de l'EN, vont pouvoir toucher le chômage d'autres pas, il y a la rupture conventionnelle pour certains d'autres pas, parfois il y a le conjoint, la conjointe qui peut assurer sur un côté, ou bien il y a des personnes qui vivent dans des logements de la famille, donc c'est gratuit, il y a pas de loyer, il n'y a pas de crédit. Enfin, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Il faut vraiment étudier sa situation à soi. Mais il y avait vraiment une suite à cette phrase, je vous promets. Mais elle est partie. Je suis sûre que j'allais dire un truc intelligent en plus. Bon, si ça revient, je vous le dirai. Je sais même plus c'était quoi le début. Le début de ma phrase, j'ai perdu. Tu disais quoi, Blandine, juste avant ? Au niveau vous parlez de crédit. Oui, et que c'était... Ouais, il y avait la peur financière. C'était pas juste une peur comme ça qui n'est pas fondée. J'allais dire un truc et c'est parti. Vous savez pas ce que vous ratez. Je vous le dirai à la fin du live. Ouais, le teaser. Ça reviendra peut-être jamais. Non, mais tout ça pour dire que voilà, il y a des choses à explorer. Il faut explorer toutes les options. Oui. C'est possible. Et Eva, quelqu'un demandait, toi tu es en poste à temps plein ? Oui, alors cette année, c'est un petit peu particulier parce qu'on a eu une fermeture de classe dans mon collège. Donc je suis à 16h au lieu de 18, mais avec mes heures, je suis prof principale, donc les petites heures que je fais en plus, au final, je suis quasiment comme sur un temps plein. Ok. Et Eva, quelqu'un... Excuse-moi. Oui. Non, je voulais juste poser une question à Eva. Eva, quand tu te lanceras en tant qu'indépendante, tu prévois d'enseigner l'anglais aussi ou de choisir une autre matière ? Je prévois d'enseigner plutôt le FLE. Ok, ouais, c'est pour ça que tu fais le DAE FLE du coup. D'accord, je comprends. Bon, après, l'anglais reste une option et je me dis que peut-être je pourrais aussi proposer des cours d'anglais, notamment aux enfants parce que c'est vraiment le public que je préfère. Mais non, je me mets axer plutôt sur le FLE. Donc, je suis en train j'en suis au module 1, au tout début de la formation, où il faut que je choisisse ma niche, mon élève idéal. La fameuse niche, ouais, c'est pas facile. Et bon, j'ai déjà une idée, mais je suis en pleine réflexion, recherche, et c'est une étape cruciale, c'est hyper important, et je ne veux pas la louper, donc je prends vraiment mon temps. Donc, très bien. Je suis dans l'étape de réflexion. Top. Okay. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit Sophie, bien sûr qu'on peut en vivre à 100%, ça a été mon cas pendant des années et maintenant je mélange avec de la traduction, de l'interprétariat et des consultations en astrologie. Yes. Et c'est vrai que mélanger, c'est aussi une option. Hein. C'est clair. C'est intéressant. On n'est pas obligé de... Ah, la question de la solitude, ça aussi, c'est intéressant. La solitude. Ouais, intéressant aussi, ouais. Blandine, toi, du coup, qui n'a pas de... Enfin, t'as des collègues, parce que t'as des prestataires qui travaillent avec toi, mais tu les as pas avec toi en chair et en os, quoi. Non. Ouais. Non, ça te pèse? C'est vrai que c'est pas évident parce déjà on n'a pas ses élèves en vrai, on n'a pas de voilà, c'est derrière un écran, donc c'est pas pareil, et puis on n'a pas de collègues effectivement. Par contre, je me suis créé mon petit réseau de copines entrepreneuses. donc Julie, par exemple, que tu connais, qui a fait l'école des profs aussi, on vit dans la même ville et voilà, on se réunit souvent. Voilà, comment dire, c'est pas une collègue, mais c'est quelqu'un qui est entrepreneuse comme moi. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être développer en fait un autre réseau, voilà. Et puis je reste pas chez moi. Avant, je restais beaucoup chez moi et maintenant je sors, je vais dans un coworking, donc ça me fait du bien d'aller au travail, d'aller quelque part le matin et de voir des gens, voilà, même si c'est juste des petites conversations informelles. Ouais, c'est important. Ça fait. Et puis finalement, non, moi ça me va. Comme ça me va. Je suis pas une grande extravertie. Je suis pas. Voilà, c'est ma dose
ça me va bien. Donc la salle des profs ne te manque pas au quotidien? Pas du tout, non. Non, ça va. Enfin, c'est pas un truc qui m'a... C'est pas vraiment... Non, c'est pas un truc qui me manque énormément, en fait. Ouais. Ouais, moi non plus, honnêtement, ça n'a jamais été vraiment un gros problème pour moi. Mais pour répondre à la question, j'ai une question au niveau de la formation. Il y a une communauté à l'école des profs. Donc, c'est un programme où il y a des modules à suivre en autonomie, mais il y a une communauté aussi en abonnement que tu peux prendre en fait pendant le temps que tu veux. Tu veux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est toi qui vois. Là, aujourd'hui, on vous offre une offre un peu spéciale avec Florence jusqu'au 4 novembre où on vous offre pour toute inscription à l'école des profs 4 mois d'accompagnement gratuit. Normalement, il faut savoir que l'abonnement à la communauté, c'est 24,90 €, si je dis pas de bêtises, ou 99, je sais plus, par mois. Donc là, on vous offre 4 mois vraiment entièrement à nos frais. Donc du coup, oui, c'est autonomie, mais tu peux doubler, enfin tu peux mettre l'abonnement à la communauté avec ça. Et c'est vrai qu'il y a une communauté qui est assez soudée, assez bienveillante. Et c'est aussi une façon de ne pas se sentir seule du coup à l'école des profs, quoi. Est-ce que ce que Claire dit est assez juste, c'est que finalement on peut choisir les personnes avec lesquelles on veut être en contact. Ouais, ça c'est vrai. Et j'avoue que moi, je pense que je suis comme Blandine, je suis assez introvertie, solitaire. Je suis tranquille dans mon coin, ça me va très bien. Mais de temps en temps, un peu de contact humain ne fait pas de mal. On est quand même des êtres sociaux. Ouais. Et c'est vrai que il y a quelques personnes avec qui, au fil des années, il y a, je sais pas, il y a un bon feeling, il y a une entente qui se passe. Et puis voilà, ça fait parfois 1 an, 2 ans, 5 ans que je discute avec elles. Et au final, c'est devenu comme mes collègues, même si on travaille pas ensemble sur les mêmes missions. Après, il y a la possibilité aussi de créer des choses à plusieurs. Enfin, je sais pas si Charlène, tu as des élèves qui s'inscrivent à 2 pour créer des écoles en ligne. J'ai jamais eu en binôme, je sais pas, ou des couples. Ouais, non, j'ai jamais eu ce cas de figure, tu vois. Non. Ok, ouais. C'est aussi une possibilité finalement. Si admettons, je sais pas, quelqu'un fait anglais, quelqu'un fait espagnol, vous pouvez c'est clair. Vous mettre sous la même école et puis proposer chacune. C'est clair. On va passer aux questions peut-être du chat parce que on papote, mais ouais, allez-y, posez-nous vos questions et puis on laisse aller 10 minutes à peu près pour finir le live parce que ça fait quand même 1h30 bientôt qu'on papote. Ça passe vite. Je vais remonter dedans pour voir s'il y avait des questions qu'elle n'a pas répondu. Ouais, ça aussi. Et si vous avez des questions intéressantes pour nous, allez-y, c'est le moment. On va y répondre. Il y a une question de Nathalie. Mais vas-y, Florence, tu peux remonter. Non, je remonte et en fait, il y a une question mais qui a été plus ou moins posée, mais je vais la formuler différemment. Vas-y. Est-ce que les filles qui ont déjà donné des cours en ligne sur des plateformes, est-ce que vous nous feriez une petite liste exhaustive des plateformes qui existent et qui sont bien ? Blandine, toi, t'en as... Eva, je crois que non. Moi, j'ai pas encore donné de cours en ligne. Okay. Il y a Preply, enfin, je sais pas comment... Ouais, Preply, ouais. Class Gap. Alors après, c'est en Espagne. Je sais pas s'ils sont présents en France. Je crois pas. Voilà, moi, c'était les 2 sur lesquels j'ai été. La fameuse italki aussi, qui est très, très connue. Ouais. Est-ce que les trucs type Academia, Superprof, c'est bien ou sans plus ? Academia, c'est plus pour du soutien scolaire à domicile, si je dis pas de bêtises. Donc là, ce sera un peu différent. Il n'y a pas du tout en ligne ? Je crois pas, mais peut-être que je dis une bêtise. Et Superprof, c'est simplement pour mettre des annonces. Il n'y a pas de plateforme en fait pour se connecter. En tout cas, à mon époque, peut-être que ça a changé. Dites-moi si je dis une bêtise, mais en tout cas, Superprof, c'était juste une plateforme pour mettre des annonces et pas pour se connecter. Alors que Preply et italki, ils ont leur propre plateforme où l'élève et le prof se connectent. Zoom, etc. C'est ça. Donc c'est un peu différent. Alors Academia, ils ont l'air d'avoir cours en ligne avec prof en visio ça a changé, dans soutien scolaire. Donc je pense qu'ils le font. Et un que j'avais vu lors d'un accompagnement il n'y a pas longtemps, les Sherpas, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Sherpa comme au Népal, tu sais, quand tu grimpes et que t'as un Sherpa, c'est écrit comme ça, mais du coup ça fait aussi pas cher à l'envers, je sais pas s'il y a un lien ou pas. Et eux, je les ai vus plusieurs fois, alors je sais pas du coup, est-ce que c'est parce qu'ils ont une très bonne com qu'on les voit beaucoup, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont bien, je sais pas. Rien. Et est-ce que vous utilisez Le Bon Coin ?
ou pas? Enfin, en Espagne, il y a peut-être un équivalent. Alors moi, quand j'ai voulu rechercher un enseignant, une enseignante pour déléguer certains de mes cours, ouais, j'ai cherché sur le Bon Coin et j'ai découvert que, alors j'ai pas trouvé les personnes qui travaillent avec moi, je les ai pas trouvées sur cette plateforme-là, mais je sais qu'il y a énormément d'annonces et je m'attendais pas à ça. Ok. Ouais. Parce qu'il y a aussi, en fait, peut-être les petites annonces qu'on peut mettre chez le boulanger ou autre. Parce oui. qu'après, j'imagine qu'il y a le bouche à oreille aussi, Ouais. une fois qu'on a commencé, qui fonctionne bien. Après, attention, j'ai Ouais. l'impression quand même que quand on met des annonces sur ces plateformes-là ou dans ces commerces-là, etc., c'est plus quand même quand on est quand on débute et quand on s'adresse un peu à tout le monde. Parce que quand on s'adresse vraiment à un client qui est plus spécifique, comme par exemple Blandine, c'est quand même plus compliqué de mettre une annonce sur le Bon Coin, quoi. Donc, quand on commence, et moi, quand j'ai commencé, j'ai mis des annonces un peu partout comme ça, parce que j'avais pas forcément une idée Ouais, voilà. Mais plus tu te spécialises quand même, et moins c'est pertinent. Je voudrais quand même le souligner, ouais. Ok. Zoé qui dit à éviter Amazing Talker. Ok, on évite. Je note. Je connaissais Il y avait une question pour Eva en haut du chat par rapport au DAEFLE. Oui. Est-ce qu'il y a des cours de français pour se remettre à niveau? Non, alors le DAE-FLE, c'est vraiment très théorique sur tous les aspects didactiques, comment enseigner le FLE, comment préparer un cours, comment enseigner la prononciation, etc. Par contre, bon, il y a un test d'entrée. Faut savoir que pour avoir le droit de s'inscrire au DAE-FLE, il y a un test de français qui vérifie justement le niveau, les compétences, qu'on a les compétences minimum requises pour comprendre le contenu des cours. Alors, je ne sais pas exactement quel niveau il faut, mais c'est accessible, on va dire, à quelqu'un qui maîtrise bien le français. Mais il n'y a pas du tout de contenu pour se mettre à niveau. Donc, il faut le faire par soi-même avant de s'inscrire. Et je conseille quand même d'être assez à l'aise parce que je trouve que les cours sont quand même assez denses et dans un langage qui est un langage avec plein de termes pédagogiques, etc. C'est pas forcément toujours très très fluide au niveau du langage utilisé, donc c'est bien d'avoir déjà une certaine aisance en français. C'est clair. Dans les autres questions auxquelles on n'a pas répondu, Nathalie demandait: pensez-vous que les compétences acquises lors de la formation puissent être transférables dans d'autres domaines, comme par exemple en orthopédagogie? Est-ce que, Nathalie, tu poses la question dans le sens trouver sa cible, ou est-ce que tu parles... Est-ce que c'est pour le côté entrepreneuriat? Je veux bien que tu précises, sauf si quelqu'un a compris mieux que moi. Ouais, non, j'ai le même doute que toi. Je veux bien que tu ajoutes une petite précision, du coup. Et en dessous, alors je suis pas sûre à cause du pseudo, mais je pense que Poupoulek, je pense que je vois qui tu es. Est-ce que tu parlais dans une première étape, définir une cible, tu vois pas forcément comment dégager un revenu suffisant avec une seule cible? Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de cibler, et du coup quand t'as ton site et tout ça, tout est orienté vers cette cible, et après on a dit c'est vrai que tu peux finalement avoir comme plusieurs activités, mais en soi tu peux très bien avoir sur X heures par semaine des cours sur Academia ou autre où tu cibles un peu moins, où tu donnes par exemple des cours d'anglais tout niveau, et au moins voilà, t'es sûr que t'as des créneaux chaque semaine, t'as tel élève, enfin, c'est peut-être un petit peu plus fiable, mais je pense que t'es aussi moins bien rémunéré parce que sûrement qu'ils prennent une commission, enfin je sais pas comment ça fonctionne, et tu peux avoir l'autre partie de ton temps où là t'es vraiment sur ta cible à toi, celle sur laquelle tu travailles et qui à terme te dégagerait un revenu de plus en plus grand qui ferait que t'aurais plus besoin des plateformes en fait. Mais c'est pas quelque chose, je pense, de toute façon qui se fait vraiment en un claquement de doigts. Enfin, tu vois, Blandine qui au final aujourd'hui ça fonctionne bien et c'est grand et elle peut avoir des prestataires et tout ça, il y a quand même eu les premières années où c'était comme pour tout le monde des premières années. Enfin ça, je pense que ça pour tout le monde c'est pareil. Enfin, complètement. Ensuite, prof d'art plastique à l'EN actuellement, j'aimerais lier l'art et le FLE. Est-ce envisageable? On a une prof comme ça à l'école des profs, qui s'appelle Marion, qui enseigne le FLE, qui enseigne le FLE via l'art. Son Instagram, si tu veux aller voir, c'est Vitamine French, je crois, un truc comme ça. Attends. Elle est hyper cool, Marion.
Ah, cool. Je vais vous mettre, si tu veux aller voir. Je crois que c'est Vitamine. Ouais, c'est ça. Je te mets son Instagram, si tu veux aller voir. Vitamine French. Et Marion, ouais, c'est ce qu'elle fait. Elle enseigne le FLE via la culture et l'art, parce qu'elle a fait les beaux-arts et elle est elle-même artiste peintre. Donc non, c'est très intéressant. Tu peux aller voir. Trop bien. Et il y a Zoé qui disait, parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, grâce à l'école des profs, on a créé un binôme avec lequel on veut créer des programmes en commun. Ouais. Et donc oui, c'est possible. Zoé qui est qui est très active à l'intérieur de la communauté de l'école des profs et du coup il y a pas mal de petits groupes comme ça qui se sont créés. Et, ils créent des choses ensemble, ils se réunissent de temps en temps pour faire des petites conversations et se motiver du coup entre eux. Et non, ça c'est trop cool. Et Lucie dit qu'elle avait trouvé des élèves en présentiel à l'époque sur le site Vaucours et sur Le Bon Coin. Et Nathalie demande, est-ce que vous utilisez LinkedIn ? Est-ce que les filles, vous utilisez LinkedIn ? Pas encore. Pour trouver des élèves, j'imagine. Moi non plus, pas encore. Je me pose la question. J'ai un petit peu de mal à être partout, mais ça me prend du temps et je ne sais pas trop. Et je pense que ça peut être intéressant de creuser. Ouais. Si la cible y est, je pense que c'est hyper intéressant. Toi, il y a peu de chances que tu aies un petit de 6 ans sur LinkedIn, je te le cache pas. Ouais, non. Pour Blandine. T'auras les parents. C'est ça, c'est les parents. Non, mais je pense que oui. Je pense que oui. Pour Blandine, mais pour je pense. Ouais. Pour alors je pensais c'est Zoé qui enseigne aux sportifs. Ouais. Du coup, alors je sais pas si les sportifs sont beaucoup sur LinkedIn, quoi qu'avec aujourd'hui tout l'aspect communication, agence, management, etc. peut-être. Mais je pense qu'il y a certains profils, si par exemple on est, je sais pas, prof d'anglais pour, j'allais dire les médecins, mais ils sont pas sur LinkedIn. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme profession qui est représentée sur LinkedIn. Non, il y a des médecins sur LinkedIn. Si, il y a des professionnels de la santé. Enfin, en fait, j'étais en train de chercher un type de est-ce qu'il y a un type de profession qui est sur LinkedIn et qui pourrait être la cible. Par exemple, les avocats. Il y a du. Ouais, tu peux carrément être prof de FLE pour les avocats qui ont besoin, tu vois, d'améliorer un peu leur français pour ouvrir un peu leur marché, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est un bon... les avocats, il y a Émilie aussi de l'école des profs qui s'adresse aux kinés espagnols. Et là, du coup, il y a quand même quelque chose à faire, tu vois, sur LinkedIn. Non, il y a beaucoup donc c'est possible selon la cible. Ouais, selon la cible. En fait, oui, tout est très basé sur le début, en fait, comment tu construis ton projet. Si tu bâcles ça, c'est compliqué. Mais LinkedIn, c'est un très bon réseau social si vous voulez trouver des élèves, hein, c'est clair. Et Nathalie a précisé du coup la question tout à l'heure. Je voudrais commencer par donner des cours particuliers et ensuite me former en orthopédagogie. Et j'aurais aussi besoin de trouver des personnes à accompagner dans l'orthopédagogie. Ok. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Alors après, dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut trouver ta cible. Ouais. Donc ça peut aider. Après, c'est un métier qui est quand même différent. Donc je sais pas si... Je pense que c'est toujours bon à apprendre, ça te fera toujours avancer dans ta posture d'entrepreneur, mais je sais pas si tu auras assez pour devenir... Après, en même temps, tu auras la formation d'orthopédagogue. En vrai, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop moi non plus. Je connais pas vraiment cette formation, donc je peux pas trop m'avancer. Il faudrait peut-être qu'elle se renseigne de son côté pour voir s'il y a de la demande et s'il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais. Et si tu veux le faire en présentiel, et si en tant qu'orthopédagogue, tu es en auto-entrepreneur ou en libéral, et est-ce que tu aurais un cabinet ou pas ? Parce que du coup, tu as peut-être des frais à penser à déduire. Donc, quand tu vas penser au début, même tes tarifs et tout ça, ça va être peut-être un autre fonctionnement que pour des cours en ligne. À voir, où souvent, on fait ça soit chez soi, soit à distance. Il y a peut-être d'autres questions qui qui découlent de ta question globale. Est-ce qu'il reste d'autres questions ? Oui, concernant le site internet, Lucie, je crois que ce soit complexe, notamment au niveau du SEO, de faire soi-même. Comment avez-vous trouvé votre prestataire, si tel est le cas ? Moi, pour mon site, je suis rédactrice web SEO, donc j'ai fait mon contenu toute seule, sachant que c'est deux choses différentes, créer son site et le remplir, donc avec le SEO, donc le référencement naturel, c'est deux choses différentes. Toi, Charlène, du coup, je sais que tu as un site, tu l'as fait toi-même ou tu as pris un prestat ?
Je l'ai délégué. Alors le site, je l'ai délégué. Le contenu, c'est moi qui l'ai écrit. Et ensuite, j'ai engagé une agence SEO pour un petit peu valider tout ce qui était du coup SEO. Oui, c'est vrai. Blandine, toi, tu as délégué aussi ton site, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je peux vous donner le contact. Elle serait enchantée. Ouais, elle est top. Je vois très bien qui c'est. Ouais. Oui, il s'appelle Ravo Portal. Ouais, je vais le noter. Elle a fait pas mal elle a fait pas mal de sites de profs de l'école des profs. Vraiment, elle est top. Ouais. C'est typiquement un exemple de bouche à oreille dont on parlait tout à l'heure. En fait. Il suffit qu'un parent d'élève dont Blandine est prof, qui parle de ça lors de ce type de visio, en fait derrière ça fait plein de contacts. Quoi. Donc je pense vraiment que le bouche à oreille c'est un truc top. C'est juste qu'il faut avoir gravi les premières marches pour qu'après ça s'enclenche. Quoi. Et comme dit Zoé, on se passe pas mal d'infos sur nos prestataires. On a un canal petites annonces, etc. sur notre communauté et du coup on partage pas mal de contacts, ouais. Mais oui, et on a pareil sur notre formation avec Solène pour les podcasteurs, par exemple l'ingé son qu'on a découvert et qui est génial. En fait, à chaque fois que quelqu'un a besoin d'une ingé son, on donne la même, enfin elle est parfaite quoi. C'est ça. Et ça se passe bien avec tout le monde, donc c'est vrai que ça marche bien. Et c'est Pauline, je pense du coup sur la photo, qui demandait la formation est en majorité utilisée pour devenir prof en ligne ? Point d'interrogation. Non, mais du coup, ça peut être aussi en présentiel. Ouais, on a aussi des profs en présentiel qui utilisent la formation. C'est pour les deux, c'est ok, y a pas de souci. Je vous remets Et Zoé précise. Vas-y. Pour les sportifs, elle utilise Instagram, mais par exemple, pour viser des clubs ou des assos, c'est carrément LinkedIn. Ouais, c'est différent, ouais. Autre question, est-il indispensable de parler anglais pour être prof de FLE ? Pas forcément. Ça dépend du niveau auquel vous adressez, bien évidemment. Mais pas forcément. Moi, j'ai enseigné le FLE à des personnes dont je ne parlais absolument pas la langue maternelle et tout s'est bien passé. Je vis actuellement, moi, au Japon et j'ai appris le japonais en immersion et on ne m'expliquait rien en français. Donc, non, c'est complètement possible. Il n'y a pas de... C'est pas impossible, en tout cas. Je crois que pour les questions, on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et normalement, là, on est en bas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, presque au revoir en même temps, parce que c'est la fin. Ça fait 1h30 qu'on est là. Il y a le replay qui va être disponible juste quand on va finir. Donc, vous regardez le replay si vous avez besoin d'informations, etc. Nous, on est disponible aussi sur nos Instagram, etc. On a mis en description du replay, juste en bas du replay, du coup, nos deux contacts avec Florence. J'ai remis du coup notre offre spéciale de l'école des profs jusqu'au 4 novembre si vous avez envie de nous rejoindre et je remets du coup une dernière fois notre guide qu'on a créé avec Florence pour les 10 étapes pour quitter l'éducation nationale et devenir prof indépendant et puis on va vous laisser parce que ça fait quand même 1h40 qu'on parle, c'est beaucoup. Moi j'ai très faim parce qu'il est 21h40 pour moi donc voilà. Et nous, on a très faim parce qu'il est 13h30 pour nous. Donc, on a tous très faim. On va tous aller manger. Dernière question, comment vous contacter car j'en ai besoin pour de la formation ? En bas du replay qui va se lancer là juste quand nous, on va couper le live. Donc, tu verras tous les contacts. Et merci à tout le monde. Et merci pour vos merci. Ouais, merci beaucoup pour ceux qui sont venus, dont j'ai reconnu un petit peu les pseudos. Zoé, Lucie, Jérôme, Claire, tout ça, ça m'a fait vraiment très, très, très plaisir. Et merci pour vos questions très intéressantes. Et puis, on est là. Si vous voulez nous rejoindre à l'école des profs, on est là. Si vous voulez papoter un petit peu avec nous, du coup, Florence et moi, on a nos contacts dans la description. Et à très, très vite. On espère que ça vous a plu. Et encore merci Eva et Blandine d'avoir accepté notre invitation. C'était avec vraiment plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous. Et Eva, on a hâte de suivre la suite. Oui. Au revoir et merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement.
À bientôt!